Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire socialiste de Paris et auteur de ce livre qui est sorti hier, Résister, le pari de l'espoir. C'est aux éditions de l'Observatoire. On va évidemment longuement en parler. On est ensemble pendant plus de 20 minutes avec Julien Lécuyer qui représente la presse régionale. Julien de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Bonjour. On va évidemment parler de la mairie de Paris, de la gauche, mais d'abord on va commencer par l'Ukraine. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre et un mot sur ce qui s'est passé hier soir. L'Assemblée nationale qui a donc voté une résolution de soutien à l'Ukraine en appelant notamment contre l'avis du gouvernement à se saisir des avoirs russes gelés. Vous auriez voté ce texte? Oui, je l'aurais voté. Je pense qu'il faut aller sur ce terrain-là. J'ai entendu les arguments du gouvernement, mais je pense qu'il faut absolument d'abord trouver des moyens, avoir des sanctions qui soient des vraies sanctions contre la Russie et soutenir sans réserve l'Ukraine d'abord parce que c'est un peuple qui s'est fait attaquer et qui vit une guerre et qui est d'un courage absolument inouï, qui est un peuple très européen, qui défend les valeurs européennes et qui est aussi une sorte de vigie de notre propre sécurité en Europe. Et donc, oui, je l'aurais voté sans aucun état d'âme. Il n'y a pas unanimité sur ce texte, et notamment à gauche, les Insoumis, les communistes ne l'ont pas voté. Le Rassemblement national s'est abstenu. Qu'en dites-vous ? D'abord, pour ce qui est des Insoumis, ils n'ont jamais soutenu l'Ukraine. Ils ont toujours été pro-Poutine. Quand ils ont vu que c'était moins populaire, ils ont essayé d'habiller ça sous un pacifisme, mais de façade, en nous traitant, nous, les soutiens de l'Ukraine et de cette liberté revendiquée de bellicistes. Donc, ça ne m'étonne pas, mais c'est l'affirmation d'une fracture entre un mouvement populiste qui est celui des Insoumis, entre une position très pro-russe qui est celle de Mélenchon, avec quand même des indignations très sélectives de Mélenchon, prompte à dénoncer le colonialisme partout, sauf quand c'est la Russie qui est à l'origine de cette forme aussi de guerre coloniale. Donc voilà, moi ça ne me surprend pas, c'est une raison supplémentaire de se dire qu'on n'a pas grand-chose à faire avec eux. Est-ce que vous ne rejoignez pas LFI dans la crainte qu'ils ont que le président fasse peur aux Français? Je reprends les mots par exemple d'un Manuel Bompard qui dit « Le président veut faire peur pour faire passer aussi des politiques de régression sociale ». D'abord, je ne serais pas d'accord avec les politiques de régression sociale et donc je combattrais des politiques de régression sociale, mais je pense que c'est un argument qui est un argument d'une forme de manipulation du débat public. Il y a le sujet de l'Ukraine. Alors oui, il peut y avoir des tentations d'un certain nombre de ministres, voire même du président de la République, d'utiliser cette période pour faire passer des réformes sociales au nom d'un effort de guerre. Je crois qu'il faudra bien là-dessus avoir aussi une position très ferme sur les questions économiques. Comment est financé ou va être financé le réarmement, le soutien à la défense au niveau français et au niveau européen. Et pour moi, évidemment, il ne s'agira pas de baisser les moyens, par exemple, de l'éducation nationale, de la santé, on entend, mais la cohésion de notre pays. Vous le citez vous-même, il y a certains ministres, je pense par exemple au ministre délégué à l'Europe, Benjamin Haddad, qui commence à s'interroger sur le fait même d'envisager un retour de l'âge légal à 62 ans, et je ne parle même pas de 60 ans. Est-ce que vous considérez que dans ces conditions-là, en effet, se poser cette question d'un retour à 62 ans, elle est un peu incohérente? D'abord, je pense que si le gouvernement va sur le terrain au nom de l'effort de guerre, affaiblir la protection sociale, alors ils auront perdu une grande partie du soutien populaire français au soutien à l'Ukraine et à notre défense et à notre indépendance dans cette défense, puisque nous devons, et ça je pense qu'il y a dans l'histoire française et dans l'opinion publique française, il y a quand même depuis longtemps cette conviction qu'il faut quand même qu'on se protège nous-mêmes. C'est l'histoire aussi de notre pays et au sein de l'OTAN et au niveau européen. Mais je le dis bien sûr que le gouvernement ne s'amuse pas à faire une confusion des genres. Je pense que justement, d'ailleurs, si on veut pouvoir mieux faire comprendre et faire adhérer, avoir une cohésion nationale autour de cette idée qu'il faut pouvoir se défendre et que ça veut dire
évidemment des moyens accrus pour notre défense, qu'il ne faut pas déstabiliser le modèle français. Alors, est-ce qu'on a les moyens de faire les deux? Oui. D'abord parce qu'au niveau européen, l'Europe a décidé que pour ce qui était de l'effort de la guerre et du réarmement, ça ne rentrerait pas dans le calcul du déficit public. Oui, mais enfin, le déficit, il va être aggravé par l'effort de financement de l'armement. Oui, mais il ne rentrera pas dans le calcul du déficit public et des 3% au niveau européen. Ensuite, et par ailleurs, il y a des industries, des entreprises privées qui, elles, vont bénéficier aussi de ces investissements accrus et qui vont elles-mêmes aussi investir. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision malthusienne de l'économie. Il y a d'un côté un secteur qui est aussi un secteur économique, qui est celui de la défense, de l'armement, qui touche toute l'industrie et dans laquelle la France ne va pas être si mal placée que ça par rapport à cette offre qu'elle va pouvoir et qu'elle va devoir augmenter pour répondre aux besoins européens et français de défense. Et par ailleurs, il faut maintenir dans notre pays, et au niveau européen, mais dans notre pays, une cohésion qui passe par quoi? Par un effort sur l'éducation, qui va très très mal, par un effort sur les questions de santé et de nos hôpitaux qui ne vont pas bien du tout. Et donc il ne faudra pas faiblir tout ce qui, sur le plan social et de la solidarité, fait la cohésion du pays. On va parler de la gauche. Dans votre livre, vous parlez plus largement de la démocratie, vous parlez des partis politiques, vous parlez de défaillance des partis. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a encore un avenir ? D'abord, peut-être vous dire, j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à l'écrire en avril l'année dernière parce qu'effectivement, la crise démocratique majeure que nous vivons dans toutes nos démocraties occidentales est quelque chose qui ne peut que nous saisir. Et on le voit encore plus aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et donc, la question que je me suis posée, c'est d'abord comment on en a arrivé là, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise démocratique, parce que je crois profondément qu'il n'y a pas d'autre système qu'un système démocratique, c'est-à-dire du droit, des lois, des institutions qui correspondent à ce que veut un pays, un peuple, une société, et qui permettent de réguler nos tensions. Dans cet ensemble-là, les partis politiques doivent jouer un rôle très important. Je fais tout un chapitre sur les pièges du nouveau monde. On a cru, ces dernières années, c'est pas que Emmanuel Macron et la Macronie, c'est un ensemble, on a cru qu'on pouvait se passer de ces vieux partis qui d'ailleurs étaient un peu, ne s'étaient pas renouvelés, s'étaient vraiment repliés sur leur bataille d'appareil et pas du tout sur le rapport à la société, sur la compréhension du monde, et ne sont plus apparus comme des solutions. Ils ont été dépassés, ils ont été boutés, et ça a donné quoi? Ça donne un résultat absolument délétère, puisque regardez, nous sommes à peine 3 ans après la présidentielle de 2022, rien n'a été réglé. Pourquoi? Parce qu'en 2022, les sujets n'ont pas été mis sur la table. Et les partis démocratiques, à droite comme à gauche, ont été dépassés, laminés et réduits quasiment à la portion congrue. Remplacés sur leur bord par des mouvements qui ne sont pas vraiment des partis politiques, c'est des organisations dédiées à un homme, jamais à une femme. Enfin, je mets de côté la question de l'extrême droite française incarnée par une héritière, Marine Le Pen, mais des mouvements qui sont dédiés à un homme et qui sont en général organisés comme des armées numériques prêtes à fighter sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que se passe aujourd'hui une grande partie de cette bataille politique. Le PS, vous, plus particulièrement, vous n'êtes pas tendre avec lui, vous estimez qu'il n'a pas suffisamment travaillé le fond, vous rappelez qu'il a du mal à aller à la rencontre des forces vives. Bien sûr. Est-ce que c'est la faute d'un premier secrétaire, par exemple, qui n'a pas fait ce travail? D'abord, je pense que c'est une responsabilité collective. Dans mon livre, à aucun moment, je ne dis c'est la faute à un tel ou à un tel. Il y a une responsabilité... Vous parlez de Gaudy, on sent bien que quand même, vous dites le PS n'a toujours pas réussi à choisir sa voie. Absolument, je le dis et je le maintiens, mais je ne cherche pas une responsabilité... le manque de ligne claire du Parti socialiste. Absolument, et donc c'est pour ça qu'il faut, et je pense que le Parti socialiste s'est aussi délité, sous l'effet, bien sûr,
sûr des crises, sous l'effet d'une élection de 2017 et de l'impossibilité pour François Hollande, en tout cas du choix qu'il fait quand même de ne pas se représenter. Bref, il y a plein de raisons. Et puis après, un manque de travail évident, c'est-à-dire un manque d'organisation, un manque de travail et une stratégie qui a consisté, pour l'essentiel, à essayer de se cacher derrière tel ou tel qui pouvait apparaître dans le débat public avec... Donc, Olivier Faure, il s'est caché derrière Jean-Luc Mélenchon ? Oui, ça c'est clairement. Enfin, disons les choses, c'est faire le choix de se mettre derrière la force dominante sans se poser la question de pourquoi cette force était dominante. Pourquoi, je le dis souvent, vous savez, le peuple de gauche, c'est un peuple généreux, c'est un peuple critique, très critique, mais c'est un peuple généreux. Et, par exemple, en 2022, ce peuple de gauche, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait juste ne plus être contraint dans son choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il voulait pouvoir essayer de dire il y a une autre voie possible, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a évidemment à ce moment-là, parce qu'il était mieux organisé, parce qu'il avait une voix qui portait, mais qu'il avait une organisation politique derrière, avec une armée numérique qui faisait la bataille, notamment à un endroit où il faut quand même mener la bataille, c'est les réseaux sociaux et les médias. Ça veut dire juste que le Parti socialiste, il n'est plus en capacité de faire émerger un candidat à la présidentielle. C'est ce qui explique aussi votre score, selon vous ? Je ne dis pas qu'il n'est pas en capacité de faire émerger un candidat, il devra le faire, mais il faut, avant de faire émerger, il faut être au clair sur... Oui, clarifier. Le congrès en juin, ça doit être le congrès de la clarification. Pour moi, clairement, ce congrès est très important, il doit être celui de la clarification. D'abord parce qu'il y a une expérience qui est malheureuse, pas simplement de la présidentielle, mais une expérience malheureuse d'un parti qui est quand même le parti de Jaurès et de Blum, un parti qui a su transformer le pays avec Mitterrand et l'arrivée de la gauche en 81, et un parti qui s'est effondré et qui doit retrouver son espace. Il y a d'autres pays, parce que je parle beaucoup d'exemples étrangers dans mon livre, il y a d'autres pays, je pense à Pedro Sanchez, qui a compris très tôt, Pedro Sanchez, que, et il me l'a souvent formulé ainsi, qu'il ne voulait pas devenir en Espagne comme le PASOK. Le PASOK, c'est le parti grec qui s'était effondré et qui n'a pas réussi à se reconstituer, même si ça frémit un peu aujourd'hui en Grèce. Et donc, pour quelqu'un comme Pedro Sanchez, son obsession a été à la fois dans la conquête du pouvoir pour arriver à être Premier ministre de l'Espagne, c'était d'avoir une force politique militante, enracinée dans le pays, avec évidemment aussi un travail sur le fond. Et le choix qu'il a fait est un choix de social-démocrate. Et là aussi, pour moi, c'est cette pensée-là qui doit nous guider, à la fois comme pensée et comme méthode. Parce que la social-démocratie, elle prône évidemment la démocratie, elle prône la question sociale, il faut y rajouter la question environnementale, évidemment, mais elle prône aussi une méthode dans la société pour entraîner et pour être en dialogue permanent avec les autres forces. Je pense aux syndicats, je pense aux associations, je pense aux intellectuels, je pense aux artistes qui ont à prendre toute leur place dans une bataille culturelle qu'il nous faut engager, parce qu'avant les résultats politiques, il faut la bataille culturelle. Et donc c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, ce sont mes convictions aussi. Et mi-juin, il y a donc un congrès au Parti socialiste. Olivier Faure est candidat à sa succession, mais depuis ce matin, il y a un nouveau candidat. On va écouter Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Je donne un rendez-vous à toutes et à tous pour que nous nous retrouvions. Et je pense que je peux être ce lien entre des socialistes qui prétendent ne pas s'entendre, mais dont je sais qu'ils peuvent travailler ensemble. Je ne suis pas une candidature de plus, mais que je peux être beaucoup de candidatures collectives pour créer ce collectif qui nous manque, mais qui est indispensable compte tenu de la période. Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de candidature ce matin ? Est-ce que vous soutiendrez Boris Vallaud ? Non, je ne soutiendrai pas Boris Vallaud, mais c'est très bien, hein, je respecte évidemment sa position. Je pense qu'on parle de rassemblement, et bien sûr qu'à l'arrivée, il faut être rassemblé, mais il faut d'abord clarifier. Il faut d'abord clarifier.
Il faut qu'on soit clair sur ce que l'on veut pour notre pays, ce que l'on veut. Par exemple, moi, dans mes propositions, j'ai tout un chapitre justement sur cette ouverture que l'on doit faire vers une proposition politique, écologique, sociale, démocratique, humaniste. Et donc, sur le fond, moi, je veux d'abord qu'on pose les idées, parce qu'on ne pourra pas rassembler sans clarifier. Ou alors, on repart... Et Boris Vallaud ne peut pas clarifier. Il va faire son travail, et je respecte. Hein, il est trop proche d'Olivier Faure ou... Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu jusqu'à présent quelque chose qui me permettait de me dire que de ce côté-là, il y aura une clarification de nos positions politiques. Mais c'est une bonne chose qu'il soit candidat ou pas ? Y compris dans le rapport avec les autres forces politiques. Par exemple, moi, je souhaite vraiment une clarification sur nos alliances. Je ne souhaite pas, je ne veux pas qu'on puisse repartir, je ne parle pas des électeurs, je parle de la force politique qui s'appelle la LFI, avec Mélenchon ou sans Mélenchon. Je ne souhaite pas que l'on soit, nous, ou les supplétifs, ou les alliés d'une force populiste, parce que c'est une force populiste qui, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a théorisé. Il ne dit pas que le monde et la politique devraient être présentés dans un clivage gauche-droite. Il dit maintenant c'est le peuple, les élites, c'est les banlieues contre les centres-villes. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment clarifier les choses d'abord sur le fond. Je ne peux pas me sentir proche d'un mouvement politique avec lequel on s'est allié pour des raisons électorales. Mais enfin quand même, à Paris, l'alliance, elle a coûté cher. Hein. Elle a coûté cher, parce qu'on est quand même une ville qui est dirigée par la gauche depuis 25 ans, avec une force motrice qui s'appelle le Parti socialiste, et on a 2 députés à l'arrache. Hein. Tout le reste, c'est des concessions qui ont été faites pour les... Enfin, des concessions. C'est la LFI qui s'est servie dans une ville comme la nôtre. C'est pas possible. Vous soutiendrez qui lors du congrès du PS ? D'abord, moi, je soutiendrai une ligne politique. D'accord ? Et je soutiendrai une ligne politique dans laquelle il y aura aussi une clarification sur le fond, sur la méthode, une méthode profondément social-démocrate. Je souhaite vraiment que dans le travail que l'on doit faire, il y ait ce lien avec les syndicats, la société civile, les intellectuels, les artistes, les citoyens. Donc, la ligne de Nicolas Maillard-Rossignol ? Les maires. Qui est le représentant de cette ligne ? Moi, je fais partie d'un groupe aujourd'hui au sein du PS qui s'appelle Refondation, avec Nicolas Maillard-Rossignol. Mais je pense que le congrès que nous sommes en train de préparer ne peut pas être la réplique du congrès de Marseille. Ça ne peut pas être les 3 motions qu'il y avait à Marseille et puis on refait le match. Donc il faut d'abord, par le fond, et après il y aura de l'incarnation. Mais il faut par le fond poser, bien sûr, cette ligne-là et les alliances. Et dans les alliances, je le redis, pour moi très clairement, on a des alliés historiques, les écologistes, et j'espère qu'ils feront aussi le choix de la clarté dans leur propre débat. Il y a les communistes qui sont des alliés que l'on a toujours eus et avec lesquels, même s'il y a des positions, par exemple sur les questions internationales qui sont différentes, mais qui sont nos alliés. Et puis il y a Place Publique avec Raphaël Glucksmann qui lui aussi a ouvert à partir des européennes sur une ligne très claire qui a fédéré. À Paris, c'était 23% de l'électorat. En France, c'était quasiment 14%, qui a fédéré aussi autour d'une pensée social-démocrate, écologiste et très claire sur les questions internationales. Et donc, c'est autour de cela que je souhaite, moi, pouvoir m'engager. Vous avez signé une tribune, en effet, avec des élus, Carole Delga, Michaël Delafrousse, Nicolas Maillard-Rossignol, pour justement demander la fondation rapide d'une plateforme commune avec Place Publique. Raphaël Glucksmann, on a l'impression qu'il est encore dans l'attente. Il souhaite ne pas interférer avec l'élection au PS. Est-ce qu'il vous a seulement répondu sur cette idée de plateforme commune ? Oui, bien sûr. Et puis je l'ai revu aussi cette semaine. Donc oui, lui, c'est aussi... Enfin, je ne vais pas parler à sa place, mais c'est une vision que nous partageons. Qu'il n'ait pas envie d'intervenir directement dans le congrès du PS, voilà, il a une autre forme,
formation politique, donc c'est normal. Donc cette plateforme commune, elle va être créée. Bien sûr, mais pour ça, il faut que le PS clarifie. Il ne peut pas être dans l'ambiguïté. Vous espérez qu'un jour le PS et Place Publique soient réunis ? Moi, autour d'une confédération de ce qu'on veut. En tous les cas, ça sera une même... vous savez, quand la gauche, en 81, l'emporte, bien sûr, il y a un leader qui est un fin stratège, et pas juste tacticien, c'est un fin stratège, c'est François Mitterrand. Mais pourquoi cette victoire est possible en 81 ? Parce que pendant des années et des années, il y a cette bataille culturelle qui est menée. Les partis politiques, et le Parti socialiste à l'époque est un parti qui fait de l'éducation populaire, qui apporte une contre-culture, un contre-message au message dominant de l'époque, qui n'était pas vraiment un message de gauche. Et puis il y a les syndicats, et puis il y a des artistes qui s'engagent, et puis les citoyens aussi. Donc il faut pour que... c'est très difficile pour la gauche d'emporter partout sur la planète, d'emporter une élection, parce que quand on est de gauche, on y met une forme de générosité, c'est-à-dire d'attention à l'autre, qui vous sort de ce réflexe naturel qui serait de ne vous préoccuper que de votre situation. Donc c'est un effort intellectuel qu'il faut faire pour se mettre à distance et pour avoir évidemment une conviction sur l'intérêt commun. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait ce travail-là de mobilisation, que ça passera par une plateforme commune, je l'espère, avec Place Publique et avec d'autres, parce que ça peut aller très vite après. Ouais. Vous savez, je pense que contrairement à 81, ça peut aller beaucoup plus vite, parce que de l'effet délétère des réseaux sociaux, il peut y avoir aussi une force pour aller plus vite. Vous dites vouloir prendre votre part dans la refondation d'une offre politique social-démocrate. François Hollande dit la même chose. Est-ce que vous travaillez ensemble ? Il faut de toute façon qu'il aide, et il ne peut que aider. Et je pense que lui aussi, il n'est pas du tout dans une vision qui est une vision de faire alliance avec une force populiste qui s'appelle la LFI. Est-ce que du coup, il pourrait porter cette ligne-là à la présidentielle ? Est-ce qu'il serait le bon candidat pour vous ? Pour moi, non, parce que je pense qu'on a besoin de lui dans le débat, mais que je ne suis pas en train d'expliquer ici que tout ça, il faut le faire pour se ranger derrière un homme. Moi, je me rangerai derrière personne. Est-ce que vous avez envie d'y retourner ? Je ne me rangerai que derrière des idées et des personnes qui aient un niveau éthique, un niveau qui pose justement cette éthique, cette morale, ces convictions, ces exigences dans le débat démocratique. Et je crois, et je le dis dans mon livre, j'ai tout un passage sur la question de l'incarnation. Bien sûr qu'à un moment, il faut de l'incarnation. Mais est-ce que vous pourriez être cette incarnation ? Est-ce que vous pourriez retourner à la présidentielle ? Non, je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Et d'ailleurs, je le dis dans ce livre, l'incarnation, c'est toujours contre les femmes. Les femmes, on est toujours trop ceci, pas assez cela, et on n'incarne jamais. On n'incarne jamais. Et donc, moi, la question de l'incarnation, pardon, elle me... Bon, bref, je sais bien que dans un monde où le médiatique, et où il faut de la force. Alors, si vous me dites l'incarnation, c'est une capacité à porter avec force et avec conviction un propos et une politique, oui, ça d'accord. Mais l'incarnation qui consiste à dire vite, derrière qui on va se ranger, et puis on va faire une petite armée là, comme ça, derrière, sans se poser de questions, et en avalant tout, sans jamais pouvoir émettre un esprit, son propre esprit critique ou ses idées, non. Voilà, donc François Hollande, on a besoin de lui, et on a besoin de lui dans ce débat. C'est un ancien président de la République. Mais pas pour un quart. Mais je pense que ça serait une totale erreur que de rentrer dans l'idée qu'il faut une incarnation. En tous les cas, je pense qu'il y a évidemment un long chemin avant de savoir qui pour porter une politique qu'il faut d'abord définir. On parle de la mairie de Paris. Avant de parler de la question de la bataille pour les municipales, il y a une proposition de loi de député Renaissance soutenue par le gouvernement qui prévoit de changer le mode de scrutin à Paris, oui, à Lyon, à Marseille, pour permettre une élection plus directe du maire. Je simplifie. Le texte aurait dû être examiné en commission hier. Il a encore été reporté. Qu'est-ce que vous pensez de ce report ? D'abord, c'est un tripatouillage, ce qu'ils sont en train de faire, partant de gros mensonges. Expliquer, mais vraiment, les yeux dans les yeux, aux Français, que le maire de Paris, la maire de Paris, ne serait pas élu comme les autres maires de France, mais c'est un mensonge éhonté. Pourquoi on a besoin de mentir ?
pour justifier un tripatouillage électoral, parce que ce sont des gens qui n'ont pas réussi à s'implanter, qui n'ont pas réussi à gagner. Le maire de Paris est élu, comme tous les maires de France, par son conseil municipal. Ce qui diffère d'abord des élections par arrondissement Paris et par secteur et à Marseille, c'est la taille des villes qui fait qu'il y a un conseil municipal qui est élu par arrondissement ou par secteur. Mais pourquoi mentir? Parce que ces gens-là n'ont pas réussi à s'implanter. Ces gens-là, c'est bien sûr d'abord Renaissance et aussi Madame Dati qui, variant entre son soutien aux Républicains puis son basculement pur et simple du côté de Renaissance, avec Monsieur Maillard qui, quand même, écoutez, vraiment, hein, si c'était pas grave, ça me ferait vraiment rire. Ils sont incapables, infoutus de proposer un texte de loi qui puisse passer à la moulinette du Conseil constitutionnel, pour une raison très simple, c'est que ce qu'il vise ne peut pas s'écrire d'une façon juridique propre. Ça ne peut pas s'écrire. Pourquoi? Parce qu'il vise à tripatouiller électoralement. Ils pensent qu'ils ne peuvent gagner Paris qu'en tripatouillant le mode de scrutin et en finalement écartant les arrondissements pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont aucune implantation. Pourquoi je suis favorable au mode de scrutin actuel, même si on peut toujours évidemment envisager, mais pas dans l'urgence, pas à la hussarde, pas comme des vandales, une évolution. Parce que ce système est quand même assez démocratique. Vous savez, pour être maire de Paris, il faut que vous ayez la capacité à être implanté dans tout Paris. Il faut que vous ayez des centaines d'élus dans les conseils d'arrondissement. C'est pour moi une garantie démocratique que d'abord le maire de Paris, qui est une personnalité politique nationale, c'est un personnage important, le maire de Paris, pas ma personne, mais ça a toujours été, parce que c'est la capitale de la France, il faut que le maire de Paris soit connecté à sa commune et à tous les arrondissements. Et c'est un système démocratique qui, dans une très grande ville, garantit aussi beaucoup de proximité, à partir notamment de la figure politique majeure, que je respecte, majorité comme opposition, des maires d'arrondissement. Madame Hidalgo, vous parliez du fait que la gauche pourrait perdre Paris, je vous ai entendu, pourrait perdre Paris si elle se tire une balle dans le pied. Oui, hein. Bien sûr. Quand on voit la situation de la gauche sur Paris, avec la rivalité Emmanuel Grégoire, votre ancien ex-premier adjoint, et Rémi Féraud, votre successeur que vous avez désigné, enfin en tout cas que vous supportez, que vous soutenez, est-ce que vous ne craignez pas que cette guerre intestine ne favorise les candidats adversaires ? D'abord, ce n'est pas une guerre, d'abord c'est la démocratie, c'est une fonction éminemment importante et en politique, je le dis aussi dans mon livre, il y a de la passion, il y a de l'ambition et ça, heureusement, hein, heureusement, on n'est pas dans un système où on désignerait, etc. Il y a de la démocratie et les militants parisiens auront à se prononcer. Moi, depuis ma fenêtre, depuis mon expérience. J'ai gagné 2 fois cette ville et j'ai été première adjointe pendant 13 ans. Je sais très bien ce qu'est la fonction de première adjointe. La fonction de première adjointe, c'est protéger le maire et protéger l'équipe qu'il y a derrière le maire. Je ne peux que constater que Emmanuel Grégoire n'a pas rempli ce rôle-là. N'a pas rempli ce rôle-là, il n'a pas fait ses preuves. Moi, j'ai été première adjointe pendant 13 ans auprès de Bertrand Delanoë, j'ai fait mes preuves. Vous croyez qu'il m'a désignée comme ça? Vous croyez que c'était dans un conte de fées, voilà, et que, oh super, Anne Hidalgo arrive, et c'est le maire sortant qui décide que c'est elle. Mais non, c'était de la politique, de la passion, mais simplement j'ai gagné mon leadership à l'époque au sein de la famille socialiste et au-delà, et j'avais fait mes preuves. Donc moi, je dis aujourd'hui... Il vous a déçu, mais est-ce qu'il vous a trahi? Oui, absolument. Je pense que c'est de cet ordre-là aussi, parce que, vous savez, pourquoi? Ça aurait été très confortable pour moi de dire j'ai un premier adjoint, je le préparais, je l'aidais à se former. Je ne suis pas quelqu'un de très invasif, hein, mais je mets en situation de pouvoir faire le travail pour lequel il était effectivement même prédestiné, pour lequel il avait beaucoup de cartes en main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, il n'a pas fait ce travail, il n'a pas fait ses preuves. Pour être maire de Paris, il faut être costaud quand même, hein. Il faut savoir dire non, hein. Il faut savoir poser les choses très clairement, savoir dire non, savoir dire oui, savoir rassembler et ne pas parler que de soi. Parler de
l'intérêt collectif, ce que fait très bien Rémi Féraud. Et par ailleurs, oui, il y a de l'ordre de la trahison, pardonnez-moi, mais moi, quand j'ai découvert sa candidature dans les journaux et que j'ai découvert que sa candidature se faisait, en fait, contre notre bilan commun et ce que nous avions fait ensemble, je me dis, là, si on va de ce côté-là, alors là, pardon du mot, on déconne, et là, on se tire une balle dans le pied. Mais ça veut dire juste... Et donc, ça veut dire que la maire de Paris que je suis, elle a une expertise politique. C'est pas un caprice où j'aime et j'aime pas. On n'est pas en train de liker qui va être maire de Paris. Mais j'ai vu, et je suis quelqu'un d'exigeant pour moi-même. Donc je le suis aussi, évidemment, par rapport au chemin qu'on doit prendre. Rémi Féraud est un homme solide. C'est un homme qui a une expérience, qui a été confronté à de très nombreuses crises, à mes côtés. Et aussi en première ligne, comme à l'époque... Mais si les militants socialistes, le 30 juin, désignent Emmanuel Grégoire, est-ce que vous soutiendrez Emmanuel Grégoire ? D'abord, je pense que les militants socialistes ont une intelligence qui fait que quand ils voient que Rémi Féraud est soutenu aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui lui font confiance par... tous les maires d'arrondissement. C'est pas la réponse à la question. Attendez, je vais vous répondre. Ouais. Par la maire de Paris, je pense que les militants, qui sont des êtres libres et intelligents, choisiront celui qui peut nous faire gagner et celui qui sera un bon maire de Paris. Et donc, est-ce que moi, je ferai campagne ? Vous savez, je le redis comme ça, je ne me mets pas dans cette perspective, parce qu'on ne me fera pas faire quelque chose que je ne veux pas faire. Donc, si Emmanuel Grégoire l'emporte, il n'aura pas votre soutien. Quelqu'un qui a passé son temps, notamment cette dernière... Au risque de faire gagner la droite. Ces 2 dernières années, je ne pourrais pas soutenir quelqu'un qui, ces 2 dernières années, a passé son temps à me tirer le tapis sous le pied. Et je soutiendrai quelqu'un qui pourra... Parce que ça nous fera perdre. Ça nous fera perdre. Alors, en revanche, je passerai mon temps, mon énergie à soutenir celui qui peut nous faire gagner parce qu'il a les valeurs morales, éthiques, il l'a prouvé, et il a la force politique et la capacité à mener cette ville et une politique. Et il fera sa politique. Moi, évidemment que l'avenir, il va s'écrire sous d'autres formes, avec d'autres idées, et je trouve ça fabuleux de pouvoir aider et accompagner une équipe à mettre en forme de nouvelles idées, parce qu'il y aura un nouveau contexte, il y aura Est-ce qu'il faut une union dès le premier tour, une union de la gauche dès le premier tour ? Alors, je pense que, en tous les cas, Rémi Féraud le dira aussi, mais rassembler le plus largement possible nos partenaires qui sont bien sûr les écologistes, les communistes et beaucoup de sociétés civiles avec qui nous sommes. Dès le premier tour, ça, je pense qu'il faut évidemment y aller. Et Place Publique, qui est aussi une force politique qui pèse à Paris. Donc ça, je pense que c'est une force très très large, très engageante. Vous savez, Place Publique, ils sont très clairs. Ils ne soutiendront pas quelqu'un qui serait dans des ambiguïtés quant aux relations avec la LFI et les populistes. 2 dernières questions un petit peu plus personnelles, Anne Hidalgo, parce que ce livre, c'est aussi le livre de votre bilan à la mairie de Paris. On a beaucoup parlé de ce Hidalgo bashing. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement ? Bon, d'abord, c'est jamais très agréable de se faire attaquer en permanence par des gens et pas défendre, pour revenir à la question précédente, et pas défendre par ceux qui devraient vous défendre. Et donc, c'est très dur, c'est très très dur. Mais après, voilà, moi, je suis une femme politique et je suis pas dans la psychologie. Donc, je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, je me suis dit, d'où ça vient ? Quelle est la part de ma responsabilité, de mes fautes liées peut-être aussi à mon comportement ou à la façon de mener tel ou tel projet pour qu'on l'améliore. Et puis, finalement, quelle est la part aussi de mise en cause de ma légitimité ? Je suis une femme de gauche, féministe, née à l'étranger, de milieu très modeste. Ça faisait beaucoup pour des gens qui considèrent que Paris, c'était leur propriété et que quand même, tout ça devait être renvoyé à l'illégitimité. Et là, ce combat-là sur la question de la légitimité, je l'ai mené avec beaucoup de force et de conviction parce que, justement, et ça revient à la question démocratique, en démocratie, on accepte la controverse, on accepte le débat, mais on accepte les règles du jeu et on ne remet pas en cause la légitimité de celui qui a gagné. Et une dernière question de Julien sur la suite, du coup. Bien sûr, Anne Hidalgo, on est obligé de vous poser la question de savoir comment va s'écrire la suite de votre parcours.
Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il va s'investir ailleurs? Comment vous imaginez? D'abord, il sera forcément politique parce que je le dis aussi, tout est politique. Hein, voilà. Et je pense que la politique est très importante. Hein. Ma conclusion, c'est imaginer que Kamala Harris ait gagné l'élection présidentielle américaine, on n'en serait vraiment pas là. Donc oui, il sera politique. Après, il y a différentes façons de faire de la politique. Oui. Moi, j'ai envie de continuer, j'écrirai, je vais me mobiliser évidemment pour qu'il y ait une grande force social-démocrate, écologiste qui se crée dans notre pays, en tous les cas qui transforme. Oui, mais on parle plus précisément, vous parlez d'investissement dans la justice climatique. Et ça aussi, ça c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de m'investir. Bon, ma profession, enfin en tous les cas, je suis juriste et j'attache une grande importance au droit international et à la question de la justice climatique. Donc j'ai vraiment envie de m'investir aussi, non pas en dirigeant une ONG, hein, mais aux côtés de plein d'ONG, de fondations et des maires pour faire progresser les questions environnementales à travers ce grand sujet qu'est la justice climatique. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Merci d'avoir été notre invitée au lendemain de la sortie de votre livre. On rappelle le titre, Résister, le pari de l'espoir. C'est aux éditions L'Observatoire. Merci Julien. Merci à vous Anne Hidalgo. On passe au Club des Territoires.